Bonsoir la VOD. Alors, ce soir, on va essayer de continuer Docker Compose pour Go Harbor, hein, encore et encore. Aïe aïe aïe, ça avance petit à petit malgré tout. Bon, du coup, on continue à débugger. Voilà. Donc j'ai relancé tout à l'heure le script Docker Compose pour voir quelles erreurs il y avait. Donc j'avais mal orthographié le daemon off ici, j'avais pas mis les tildes et le point virgule. J'ai vu dans le log qu'il essaye toujours de créer ou du moins d'accéder à un var log nginx error log. Et selon ce thread stack overflow, c'est un warning. Il n'existe pas vraiment de moyen de l'empêcher de faire ça, même si moi j'ai tout redirigé vers stdout stdr. En l'occurrence stdr, c'est l'erreur. Donc bon, il y aura toujours cette nginx alert. C'est pas grave, ça arrête pas le truc. Bon. Par contre, ce qui arrête, c'est qu'apparemment, il ne comprend pas correctement le copain nginx crt qui est ici. No such file directory pour lui, et donc il faut que je cherche pourquoi il ne comprend pas ça. Et ensuite, donc core démarre à peu près correctement. Voilà, il démarre correctement, mais par contre, job service n'arrive pas à le rejoindre. Et donc, il va falloir que je teste pourquoi job service n'arrive pas à rejoindre core. Sur quelle interface core démarre correctement, des choses comme ça. Parce que là, regardez, core running on HTTPS 8443. J'ai jamais demandé ça. Je sais pas pourquoi les joies de Go Harbor. Donc, je vais réouvrir la Vagrant Box avec le script maison de Go Harbor pour voir s'il y a des variables qui m'auraient échappé. Et on va repartir là-dessus. Alors, ah oui, et donc j'ai voulu modifier le nginxconf en me disant il y a peut-être une erreur dans mon nginxconf de référence, mais il n'y en a pas, donc ça, on peut fermer. C'est un problème côté Nginx qui veut toujours checker ce dossier même si on lui dit d'aller chercher ailleurs. Bon. Donc, première étape, c'est déterminer pourquoi Portal ne détecte pas correctement les certificats TLS qu'on lui a donnés. Ah, j'ai un peu trop descendu. Hop. Donc, .key.crt, .dh.pem, ok. Pour DNS mockname. Et ici, on les monte comment dans Portal? DNS mockname.crt.key. Ils ont l'air d'être au bon endroit, configurés correctement. Ah! C'est que c'est pas Go Harbor là, c'est www.data. Voilà. Voilà! Donc ça devrait passer. Donc on va refaire notre test. Mais d'abord, j'aimerais essayer de trouver comment configurer Harbor Core pour qu'il ait le bon endpoint. Avec le bon port. Parce que la core URL, normalement, il devrait sortir à core.copain.test de .444. Et c'est pas le cas. Et je ne sais pas pourquoi.
Allez, on va relancer et on va voir. Alors, ça on est où ici? Bon, c'est en train de préparer l'environnement. Je reviens, me chercher une petite veste. On est en hiver. Voilà, voilà. Bon. C'est vrai que là, ça fait quand même quelques jours que je patauge dans ce Docker Compose. GoHarbor, la doc, elle est minimaliste parce qu'ils mettent toute la sauce dans leur script d'install. Et ils espèrent qu'avec leur script d'install, ça suffise. Et donc pour trouver les infos, il y a du boulot. Et donc voilà, c'est juste une chasse au trésor. Je cherche les infos pour faire fonctionner GoHarbor, les paramètres et tout ça que GoHarbor accepte. Ah, c'est un peu long, car GoHarbor a axé sa stratégie d'install sur un script d'installation et non sur une doc complète. Je passe donc mon temps à chercher les infos dans le code et faire divers tests pour trouver les paramètres que GoHarbor accepte. Un J majuscule, ça serait mieux. Voilà. Donc effectivement, là, c'est un peu une phase creuse, hein. Un peu fastidieux. Alors... Le cache Nginx, il est en read-only. Ah, j'ai pas monté le cache, c'est possible aussi.
Ouais. Alors. Pas très grave. On va le faire là. Donc home wdata cache. Donc ça aussi c'est xdg base directory comme syntaxe. Nginx, voilà. Bon, pas Nginx, juste cache. On va monter juste cache. Voilà. Du coup, il faut créer ce répertoire.cache. Je vais laisser tourner pendant ce temps. Voilà. Et lui affecter le bon user et les bonnes permissions. Donc, le bon user, c'est 1018. Et les bonnes permissions, c'est 700. 0700. Voilà. Donc pour le coup suivant, ça passera. Du moins ça passera. Alors, quels autres bugs il peut y avoir? Donc core est correctement démarré. Registry, il est correctement démarré. CSRF, il est pas bon. Ah bon, il faudrait que je sache pourquoi le CSRF est pas bon. Que Job Service démarre pas encore, ben, il faut attendre que Core soit démarré. Registry, c'est bon. Serveur running on HTTPS 8443. Pourquoi? Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Il vient d'où ce 8443? Aïe aïe aïe. Alors, GitHub, Go Arbor, et on va refouiller dans le code. La doc. C'est bien la doc aussi. Alors, core URL, Arbor, core 8443. D'accord. C'est tout mignon ça, mais core URL, je l'affecte quand même ici. Core 443. Faire 444 pour être OK. C'est possible. Si, core URL, il est là. Core.copain.test 444. Et pourtant, ça me sort un truc sans nom de domaine et en 1443.
Alors, if internal TLS enabled HTTP 8443. Else 8080. Sauf que là, je le fixe à 443. Donc ça devrait être chargé 443. En même temps, leur port par défaut partout, ça serait 8443. Bon. Donc, est-ce qu'il vaut mieux garder les defaults ? Ah, il y a autre chose que j'ai pas fait aussi. C'est que j'ai pas mis les exposes, je crois. Là. Init, portal, on expose est à 443. Bon, ils sont tous à 443 normalement. Hein. Registrice.tl, il n'y en a pas, mais job service, il n'y en a pas non plus. C'est core qu'il y en a un. Je vais lui mettre. Registry, forcément, portal. Job service en a un. Et registry, c'est elle aussi. Donc ils en ont tous un. Ok. On va les mettre, hein. Il n'y a que l'init qu'on n'a pas. Ok. J'ai mis 443 partout. Je mets sur un autre projet. Le projet Registry, je me rends compte que je lui avais pas mis son expose aussi. Faut vraiment que je fasse ces templates Git pour ce genre de choses. Alors, donc si on recommence. Donc normalement on devrait avoir un portal qui passe là, on va voir. Bon puis après on va tous les reconstruire, mais on va déjà regarder ça.
Il y a un truc qui m'inquiète, c'est que là, core URL, je le vois utilisé nulle part en conjonction avec core, justement. Avec le code de core. Qu'est-ce qu'il le prend en compte? C'est une bonne question. Ah voilà, the port is hard-coded in the code. Voilà. « 27 juillet 2020. » Ok. Et c'est quelle version de Goarbor qui tourne là? 2.1.3, il y a 16 jours, donc ça devrait être passé depuis longtemps. Merci, Grésor59. Je pense que c'est ça. Grésor59. Merci pour le follow. Bonsoir. D'accord. Mais cool, bienvenue, Grésor59. Grésor, tout simplement. Ici, on fait du DevOps, et là, on essaye de débugger Goarbor, qui a une doc quasiment inexistante. Et donc, je suis obligé de fouiller le code pour pouvoir trouver les paramètres que je veux pour pouvoir donc paramétrer correctement ma version de Goarbor. Donc, le web, l'interface web semble démarrer pour le moment. Donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est une avancée. Core fait ses migrations. Alors, directory index of home www.data SRV is forbidden. Ah, il va falloir que je regarde ça. Parce que peut-être que c'est pas les bons droits pour SRV. Peut-être que c'est pas le bon user. Il va falloir que je regarde ça. Ouais, parce que là, il y a un problème de droit. Donc voilà, Grésor, tu arrives un peu dans le creux de la vague ces temps-ci, parce que le projet, bon, je suis en train d'essayer de débugger un truc et ça prend un peu de temps, mon grand désarroi. Et l'objectif, c'est de faire une forge logicielle pour pouvoir donc développer correctement, avoir les outils de test, l'intégration continue, la gestion de code et tout ça.
Et là, je suis sur GoHarbor, qui est donc un gestionnaire de conteneurs. C'est un repo de conteneurs. Et le problème, c'est que la doc de GoHarbor, elle n'est pas fameuse. Ils ont fait un script d'install et apparemment, ils guident tout vers le script d'install. Sauf que le script d'install de GoHarbor ne me satisfait pas parce que je veux pas une infra patchwork. Je veux une infra avec des conteneurs qui soient tous pareils, conçus de la même façon pour la maintenabilité. Je veux une infra qui soit immutable et le script d'install de GoHarbor n'est pas immutable. Donc voilà, des choses comme ça. C'est pour ça que je refais à ma sauce en partant des binaires, voire du code source de GoHarbor, les conteneurs. Parce que je trouve que la façon dont je conçois les conteneurs est plus générale et plus sécurisée aussi que celle de GoHarbor, que celle de l'équipe de GoHarbor, pour ce que j'ai vu. Bon, voilà le projet. Ah, il faut mettre un auto-index. Ça serait ça. Bon, alors. Oui, parce qu'apparemment c'est ça. Directory index of home wdata SRV is forbidden. Et dans le log, il ne transforme pas non plus Copint Nginx public domain. C'est bien. Et le core tourne toujours sur 1443. Donc tu vois, il y a du boulot. Mais ça avance petit à petit. C'est du travail de DevOps, c'est long, c'est... Voilà. Surtout quand il n'y a pas de doc. Donc, Nginx, j'avais fait un rôle en cible Nginx pour structurer correctement mes fichiers Nginx et sécuriser le truc. Donc là, le CI, il est cassé parce que j'ai modifié des choses dedans, mais je vais le réparer demain, quand j'aurai un peu de temps. Et donc, ce qui le dérange, c'est quand on appelle ici l'index, Nginx default index, c'est pas celui qu'il voudrait. D'accord. Alors, si on se réfère à ce qu'ils font try files, URI index.html, index.php. C'est bien d'avoir fait une config Nginx en template parce que comme ça, on peut changer petit bout par petit bout. Donc là, par exemple, le bloc serveur index ou le bloc serveur root, ça peut être modifié. On va mettre peut-être à la place try files, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je vais regarder ce qui est le mieux. Nginx root, index ou try files. Pour pointer. Root, il devrait être bon.
Ok, donc on va mettre try files. Donc on va déclarer un try files au niveau de notre index ici, juste en dessous, je pense. On va même remplacer l'index par try files peut-être. Ça sera plus propre. Ouais. On va faire ça. Alors, on va prendre serveur index. On va se faire un template qui va hériter. Donc déjà, on va fermer ça. Donc ici, on va se faire un template qui va hériter du template de base Nginx. Mais le bonjour à Jessica aussi. Un prépa pour... J'ai vu que le petit avait une nouvelle couverture. Le petit ou la petite, pardon. J'ai présumé du sexe un peu trop tôt. Alors, Nginx. Je fais un Go Arbor Nginx Host. La petite sœur, d'accord. Go Arbor Nginx vhost.conf.j2 parce qu'on est en formatage Jinja 2. À bientôt, jeune homme. Donc, l'idée là, ça va être de remplacer ce bloc-là, serveur index, par ce qu'on veut spécifiquement. Et ce qu'on veut, c'est quelque chose qui ressemblerait à ça. Un try files, URI index HTML. Voilà. Et maintenant, il faut que je me rappelle dans mon cerveau embrumé comment on invoque une dépendance. Alors, en cible, template, dependencies. Parce que je l'ai déjà fait, mais sur un vieux projet que j'ai oublié depuis longtemps, et je sais plus comment on fait. C'est pas une dependency, c'est un héritage. Inheritance. Vous vous rendez compte, je vais aller sur un truc d'Amazon S3 pour voir ça. Ah, marche pas. Alors. Template inheritance. Voilà, extend. J'ai trouvé. Donc, extends, on va... Salutations, Alexis. On continue à débugger le Docker Compose de Go Arbor, donc pour faire tourner Go Arbor. Voilà. Et donc là, on est en des modifications d'Nginx pour pouvoir faire tourner Nginx au mieux. Alors, on extend le template original. Le template original, c'est celui-là. Donc, copint nginx.conf j2. Voilà.
Si tu as des questions, si tu as des explications, bah écoute, ça va, hein, ça va très bien. Le projet avance pas aussi vite que je voudrais, mais ça, c'est le lot de tous les projets. Hein. Donc voilà, faut faire avec. Copint, goarbor, nginx.conf. Vas-y, dis-moi. Bloc serveur index. Et dedans, on remplace donc par cette location-là. Et on va voir ce que ça donne. Pour l'invoquer... Pour l'invoquer, il faut que je regarde et que je me rappelle si ici j'avais fait une variable ou si je dois passer par un remplacement par le même nom. Je redéclenche la VOD. Bonjour la VOD. Écoutez, donc on continue. Ça crache, pas d'internet, ça arrive. Voilà. Donc... Alors... Attends, j'ai vu ton message, Alexis. D'abord, je me remets en place. Hop. Donc, je voudrais créer un site qui s'actualise tout seul, tous les X temps, et qui affiche le nombre de commandes en attente, le nombre d'impayés, le nombre de mails non nuls, sur une adresse mail spécifique. Est-ce que cela est possible? Bah oui, c'est possible, mais après, il faut voir quelle technologie tu veux utiliser pour ça. Il faut que, d'abord, tu modélises tes besoins, c'est-à-dire que tu fasses... tu rédiges comment tu veux l'utiliser et tout, et ensuite il faut que tu choisisses les technologies qui vont pour ça. Mais là, au débeauté, oui, c'est possible. mais après, il faut, je sais pas quelle technologie tu maîtrises, tu vois. Je sais pas quel moyen tu veux y mettre ou tu peux y mettre. Faut d'abord que tu commences par rédiger un cahier des charges pour que tu puisses déterminer quels sont tes besoins. C'est-à-dire, en gros, PHP, HTML et CSS. Alors, pour du temps réel, il faut que tu rajoutes JavaScript. Il faut que tu te formes en JavaScript pour pouvoir faire du temps réel. En plus de PHP, HTML et CSS. Ouais. Parce que JavaScript, il permettra d'aller chercher sur ton serveur sans que la personne ait à recharger la page web, d'aller chercher sur ton serveur et afficher en temps réel des fragments de données sur ta page, enfin sur la page de l'utilisateur sans qu'il ait à recharger sa page. Alors, je reviens sur mes trucs. Donc, ce qu'on veut, c'est remplacer ce Copint Nginx là par quelque chose. Le problème, c'est que je l'ai hardcodé. Et j'aurais pas dû. C'est une erreur, c'est pas grave. Donc, on va faire autrement. Parce qu'en fait, il aurait été plus pratique que je puisse modifier cette valeur pour remplacer par la valeur de mon template actuel. Donc, déjà, on va le faire de ce côté-ci. On va le soft-coder. Comme ça sera prêt pour plus tard. Ça me facilitera la tâche. En attendant, on va faire une circonvolution. Et quand ici, ça sera passé, je remplacerai par mon bon code. Donc, pour soft-coder ça, ce qu'on va faire, c'est faire une variable default qu'on va nommer nginx vhost. Voilà. Vhost template to use. Voilà. On va nommer... Bon, on va lui affecter la valeur par défaut qui est
celle-là, copain.nginx.conf.j2. Voilà. Et du coup, on va pouvoir remplacer de cette valeur ici par la variable correspondante. Donc, en cible, un appel de variable, c'est les doubles accolades. Voilà. Donc, par défaut, ça sera toujours copain.nginx.conf.j2. Mais, par exemple, pour le projet actuel de GoArbor, je pourrais remplacer par le template que j'ai mis en place. Fix, soft code, nginx, vhost. Voilà. Donc ça sera fait bon pour la prochaine fois, donc demain quand je vais débugger un peu tout ça. Et ici, ben, en attendant, on va faire une circonvolution qui consiste en gros à faire un truc qui n'est pas très propre, mais pour pouvoir progresser dans nos tests ce soir, qui est de surcharger par une nouvelle étape, l'étape nginx si on veut. C'est-à-dire qu'en gros, on va copier-coller cette étape ici et remplacer avec le paramètre qu'on veut. Donc ça, c'est une circonvolution juste pour ce soir, pour qu'on puisse continuer nos tests. Voilà. Et du coup, la valeur qu'on va donner à cette nginx vhost, c'est copain-goarbor-nginx.conf.j2. .conf.j2. Ok, on est bon là-dessus. Alors on va mettre des user binary user pour éviter que ça gueule. Et ensuite, on va remplacer la variable nginx pass ici aussi. Je me souviens plus si dans les versions d'Ansible récentes, quel est l'overriding des variables, des paramètres. Est-ce que les rôles font couler leurs paramètres, leurs variables sur les collections irritantes? L'OS que j'utilise, c'est Elementary OS. C'est une variante d'Ubuntu. Mais je vais repartir sur Ubuntu parce qu'Elementary OS est assez limité. Du coup, comme je sais pas si ça coule ou pas, on va pas s'embêter, on va mettre ça pour ce soir. Voilà. Cette étape, elle est juste temporaire. MP, voilà, temporaire. Ben, Ubuntu, ça supporte pas les exés. Les exés, c'est spécifique à Windows. Donc il faut trouver un soft équivalent chez Ubuntu. Ubuntu, c'est .deb, des extensions. Et tu gères ça avec des repos qui s'appellent des PPA. Et un gestionnaire de paquets qui s'appelle apt-get. Donc attends, je vais te donner les commandes. Les extensions Ubuntu, c'est .deb. Ouais, apt-get update. Et les repos qui contiennent
Ouais, apt-get, install et tout ça. Et les repos qui contiennent les softs, c'est des PPA. Ah ouais. Comme tu dis, le bordel là quoi, sauf que ça permet d'avoir des installs plus stables que chez Windows parce que les sources sont bien mieux vérifiées. Normalement, les conflits entre sources sont censés être mieux vérifiés aussi. Du moins au sein de même PPA. Les sources sont mieux vérifiées parce que normalement, le système de signature des paquets est standard, alors que chez Windows, il n'est pas standard. Et donc, on est censé mieux assurer le fait que les paquets que tu télécharges ne soient pas des paquets corrompus. Bon, je reviens sur mon code. Les fichiers .rar et .zip, tu peux sur Ubuntu, mais il faut les gestionnaires qu'il faut. .zip, c'est le unzip, donc c'est apt-get install unzip. Et rar, il y a un portage, mais je me rappelle plus du nom du soft. Alors, revenons-en à nos moutons. Donc, on a modifié avec un template le comportement de notre... Et de rien, Alexis, de rien. Et bon courage. Je vois que tu découvres le monde de Linux. Bah écoute, c'est un monde très intéressant. Donc on va voir si notre overriding de template fonctionne ici. Donc on va relancer la construction des conteneurs et voir ce que ça donne. On t'a dit que Linux utilise moins de puissance PC que Windows? Oui, généralement oui. Après, Linux, après, il faut voir quelle distribution de Linux t'installes. Donc, Ubuntu, Debian, CentOS, tu as une galaxie de distributions. Et ensuite, quel soft au sein de cette distribution t'installes. Parce qu'après, si tu installes des softs très gourmands, ça n'utilisera pas moins de puissance que Windows. Mais de manière générale, oui. Oui. Bon, allez. Je prépare mes dépendances. Et la VOD. On va arrêter là. Donc j'ai un peu de travail de montage à cause de la coupure d'internet, mais c'est pas grave. Donc la suite au prochain épisode, la VOD.